Merci de continuer à faire confiance à Congo Web Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. Info 7 de ce dimanche a le réel plaisir de recevoir pour vous. C'est pour la première fois pour cette année 2024 le président de l'Intersyndicat national du Congo et président de la Confédération démocratique du travail, Guy Coucou. Bonsoir. Bonsoir Madame Noëlla. Vous allez bien? Merci, ça va bien. Et vous-même? Ça marche. Et comment se porte l'Intersyndicat national du Congo? Oui, nous nous portons très bien. L'intersyndical se bat encore. Nous sommes avec nos armes à main. On se bat pour les pays, pour les travailleurs, pour les fonctionnaires, pour la petite classe moyenne, pour les opprimés, pour les policiers, pour les militaires, pour les journalistes, pour tout le monde. Alors, vous représentez bien sûr les travailleurs réunis au sein de l'Intersyndicat national du Congo. Quelle est la situation actuelle des travailleurs en République démocratique du Congo? Oui, bon, la situation actuelle, vous savez, est caractérisée par une misère noire des petits peuples, des travailleurs, des fonctionnaires, agents de l'État. On n'arrive plus à nouer les débuts du mois. Vous savez très bien que depuis 2020, l'inflation a évolué au rythme de 40% depuis là. Et les travailleurs ont perdu leur pouvoir d'achat parce que dans l'entretemps, avec la guerre de l'Ukraine, les prix ont flambé avec les effets intérieurs aussi conjugués. Et surtout avec le passage aussi de la Covid-19. Oui, de la Covid-19, effectivement. Et dans l'entretemps, les pays, les prix ont augmenté. Et les pays ne produisent pas aussi. Hein. Les pays n'ont pas pensé à ces travailleurs. Le pays n'a pas pensé aux fonctionnaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les salaires des travailleurs n'ont pas augmenté, alors que le marché a flambé. Les prix des biens de consommation. Mais à un moment, on nous a parlé de l'augmentation de prix, de salaire des fonctionnaires de l'État. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas vrai? Non, mais attends, ça a augmenté de combien? De quoi? Ça a augmenté de combien? Parce que ce que vous parlez là, vous parlez des gens, certaines personnes qu'on a, on a régularisé leur situation. Et puis voilà. Donc, par exemple, lorsqu'on doit parler des enseignants, oui, dans ce secteur, il y a eu quand même augmentation. Est-ce que vous voulez dire à l'opinion qui est en train de vous suivre maintenant que c'est insignifiant? C'est absolument insuffisant, madame. Quelqu'un a un salaire de 250 000 francs. Quelqu'un a un salaire de 300 000 francs. C'est à peine 100 $. Et il doit payer la maison, toutes les maisons ici en ville. Vous ne trouvez pas une maison à 100 $. Si quelqu'un doit louer une maison, au moins des chambres et salons, c'est autour de 300 $. Dans une maison vraiment standard maison, c'est 300 $. Une maison, chambre, salon. Et si quelqu'un a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, il doit avoir au moins 2 chambres et salon pour sa femme. Donc, il ne peut même pas nouer. Et tout le monde sait, c'est tout le monde qui sait. Tous les travailleurs moyens ne vivent pas, n'arrivent pas. C'est comme ça, quand vous êtes, madame la journaliste, vous faites les reportages, je suppose aussi. Quand il fait 16 heures, vous voyez combien de piétons sont en train de longer le boulevard de la ville jusqu'à Kingasani. Quand vous êtes à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, vous voyez combien les travailleurs sont en train de longer le boulevard pour venir en ville. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre un bus, de payer un bus de 1000 francs ou avec ce qu'on appelle des demi-terrains. Pour arriver en ville, un travailleur doit dépenser au moins 8 000 $ ou 10 000 $, si pas plus. 10 000 francs congolais ou dollars? Pardon, 10 000 francs congolais, j'étais en train de dire, excusez-moi, non plus. Dans l'entretemps, tous les prix sur le marché sont en dollars, nos salaires sont en francs congolais. Et donc, on vous paye et il y a des gens, des travailleurs qui se plaignent même du fait qu'ils ne sont même pas payés au taux du jour. Tout à fait. Donc là, j'ai dit, on paye les gens, mais il y a des gens qui n'ont même pas 100 $ de salaire. Ça existe. Des gens qui n'ont pas 100 $, 150 000, alors Guy 70 000 Guy Coucou, vous êtes la voix des travailleurs de la République démocratique du Congo. Alors, vous avez évolué avec Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est là. Est-ce que vous n'avez pas noté
une amélioration ou la situation, comment est-ce que vous pouvez la décrire, l'ère de Joseph Kabila et l'ère de Félix Tshisekedi? Bon, la situation a évolué, ça il faut le dire. C'est-à-dire qu'on trouve une volonté affichée, une tension apaisée avec la population. Ça, on sent. Mais en ce qui concerne, parce que les marchés, quand je parle de prix, c'est les marchés. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. Ça ne dépend ni de Kabila, ni de Félix. C'est les marchés. La loi de l'offre et la demande fait que, aujourd'hui, avec Covid, vous l'avez bien dit, il y a eu moins de production dans les pays. Par contre, il y a une augmentation des demandes de biens de consommation parce que tout doit venir de l'extérieur et les prix ont doublé, triplé, quadruplé pour certains produits et les travailleurs ont ces salaires-là. Puisque vous avez dit que, c'est-à-dire sur le plan nominatif, sur le plan nominal, c'est-à-dire en chiffres. Quand quelqu'un avait un salaire de 120 000, quand on le paye maintenant 260 000, ça a augmenté. Ça, c'est, on appelle une augmentation nominale. C'est-à-dire qu'en chiffres, mais en pouvoir d'achat. Ça ne représente rien. Ça ne représente rien parce que, à l'époque, lorsque les dollars étaient à 16, à 91, à 16, à 18, quand quelqu'un a 150 000 francs, il a à peu près 100 dollars. Vous voyez, maintenant, quand quelqu'un a 260 000, ce n'est même plus 100 dollars parce qu'aujourd'hui, les dollars se négocient autour de 28. Vous voyez. Donc, ça signifie que le salaire des travailleurs n'a pas augmenté sur le plan, disons, qualitatif, sur le plan du pouvoir d'achat. Parce que les mêmes salaires, là, avec les 200 000 francs, il y a 2-3 ans, vous achetiez, par exemple, 4 biens. Aujourd'hui, avec 260, vous ne pouvez acheter qu'un seul bien. Donc, le pouvoir d'achat de ces salaires, de cet argent a diminué. Donc, ça signifie qu'il faut réadapter. Et les commerçants ont augmenté les prix, et en dollars, et en francs congolais aussi. Ah oui, bien sûr, parce que les francs congolais suivent. Ouais. Donc, ils ont un bien qui coûtait, par exemple, 10 dollars. Aujourd'hui, il se vend à 15 dollars, il se vend à 17 dollars. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le même prix partout, parce que vous pouvez le trouver ici à 10 dollars et chez quelqu'un d'autre à 15 dollars. Justement, donc c'est pour chacun ça. fixe ses prix selon sa volonté. C'est pourquoi je dis que la même chose qui coûtait 1 dollar il y a 2, 3, 4, 5 ans, en dollars, ça coûtait 10 dollars. Aujourd'hui, la même chose coûtait 15 dollars, 16 dollars, 18 dollars. J'ai dit, ça évolue en dollars à monnaie forte. Par contre, les salaires, lui, et qui fait partie du produit, parce que vous savez, Madame Noëlla, normalement, les prix est fixé en fonction de certains paramètres. Et dans les prix de la marchandise, il y a normalement les prix de la main-d'œuvre aussi. C'est-à-dire les prix des travailleurs qui vendent, qui travaillent. Parce qu'on les paye avec cet argent, normalement, puisque les prix sont fixés en dollars, la logique aurait voulu qu'on puisse garder aussi les salaires en dollars. Oui. Parce que c'est du produit de cette vente qu'on paye, on retire. Et ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, parce que quoi? Les gouvernements, notre propre gouvernement, oblige les gens à fixer les salaires en francs congolais et ils laissent les commerçants fixer leurs biens en dollars américains. Ce qui fait qu'ils bloquent le gouvernement par cette politique. Ils bloquent les salaires, c'est-à-dire les salaires ne peuvent pas augmenter, tandis que les biens de consommation sont en train d'augmenter sur le marché. Donc c'est pourquoi je dis, on observe une misère noire entre la population moyenne, la population ordinaire, les paysans. Ils sont dans une misère noire alors que la vie dans les institutions... Je termine, madame. Okay. La vie dans les institutions. Vous voyez, les députés, les gouvernements, bref, tous ceux qui travaillent dans les institutions, leurs salaires ont augmenté. Ils ont augmenté leurs salaires alors qu'ils sont en principe... Et c'est le peuple qui en pâtit. Et ils dépendent du même trésor public parce que les fonctionnaires et les institutions, leur salaire vient du trésor public. La justice sociale n'existe pas parce que ceux qui sont dans les institutions, ceux qui prennent les décisions, ils augmentent leur salaire et ils maintiennent les salaires des autres, des fonctionnaires, des policiers, des travailleurs, des militaires, à un prix qui reste pendant longtemps
fixe, alors que le marché, lui, a déjà dépassé le degré de pouvoir d'achat que donnait ce salaire-là avant. Alors, madame, messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour un autre débat, bien sûr. Mon général, toujours dans le meeting de Oyo Pesaki, pour la côté à Kimia, dans la ville de Kinshasa, dans Oyo Tali, moto ekota na commune ya Gombete, et là-bas, Moussala Oyo Sosa, ba service na yo, mokolo ya lelo, bato oyo bazali awa, bango, batie mangongi, bazali 28. Oh, baza ba motocycliste nde bakangami. Mais bakangami lelo. Parce que mokolo lelo mitundo oyaki ko bakisa yango lisusu olobi ete non seulement kokanga motocycliste mais sengeli kokanga pe passager. Parce que soki batu bazo boya komata na moto pona Gombe, bango bakozanga batu akokumba, bakotika pe musala wana na commune ya Gombe. Nde yango wana bazali awa bakangami lelo pe baoyo bamataki na bamoto bango wana bazali kuna sima nde bakangamaki na mitindo oyo opesaki mokolo lelo na tongo. Mon général nalingi na informe yo séance tenante que mokolo lelo tokokisi 920 motos oyo eza saisi faute ya esika nakanisi presse bazali na sima kuna bazomona c'est plein. À l'occasion de la remise des bâtiments des écoles primaires EP Matongé 1, 2, 3 et 4 que nous venons de réhabiliter à travers la direction des infrastructures scolaires du ministère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un objectif selon les instructions du président de la République, de réhabiliter toutes nos écoles officielles. Nos grandes écoles qui ont une grande capacité d'accueil même de 6 000 élèves, comme l'EP Matongé 1, 2, 3 et 4. Mais au moment où nous réhabilitons ces bâtiments, il semble que l'hôtel de ville a choisi l'endroit idéal pour venir déposer toute cette décharge ici. Et les camions de l'hôtel de ville ont essayé de détruire. Donc, je suis venu palper du doigt et je vais contacter le VPM de l'intérieur qui va nous aider à atteindre les autorités provinciales et locales pour qu'ils viennent d'abord réparer, parce que ces murs ont été conçus avec les frais de fonctionnement, et puis qu'ils puissent nous aider à dégager immédiatement et totalement toutes ces immondices pour que nos enfants étudient dans les meilleures conditions, et c'est ce que nous avons voulu. Il y a eu dernièrement des élections organisées au sein des entreprises à travers la République démocratique du Congo, la CDT, la Confédération démocratique du travail. Votre syndicat était également dans la course. Guy Coucou, que peut-on retenir de ces élections? Oui, merci beaucoup Madame Noëlla. De ces élections, ce qu'on peut retenir, comme d'habitude, on a fait des élections à travers toute la République et je tiens à souligner que les syndicats sont des institutions de la société civile organisée. La société civile organisée est incarnée par les syndicats, parce que les syndicats sont à travers la République, parce que je pense comme les syndicats, les églises aussi sont les sociétés civiles organisées, structurées. Mais aujourd'hui, il y a une opinion qui estime que les syndicats, certains syndicats ne font plus correctement leur travail comme société civile et ils sont devenus politisés. Tout à fait. Bon, il n'y a pas que question de politisation. Il y a aussi l'incompétence. Mais il y a aussi, vous savez, comment on devient, c'est comme dans votre secteur, les journalistes. J'avais entendu une expression dans votre jargon, on parlait des brebis galaises. Quelquefois, on avait une expression qui parlait des brebis, de quelque chose comme ça. C'est-à-dire des gens qui se sont introduits, mais ne sont pas professionnels, n'ont pas eu la formation qu'il faut pour être journaliste. Dans les syndicalismes aussi, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont reçu l'argent
de chefs d'entreprise, d'un DG, tout ça, parce qu'il ne veut pas que les vrais syndicats entrent. Et c'est pour quelle finalité cette stratégie? C'est pour avoir des syndicats MFOD, nous appelons ça en termes, dans notre jargon, les syndicats jaunes, c'est-à-dire les syndicats qui sont au service de l'employeur, c'est-à-dire pas des syndicats de revendication. Ils n'amènent pas la revendication, mais ils accompagnent l'employeur, c'est-à-dire ils trahissent, ils accusent les travailleurs qui veulent les revendiquer, ils accusent toutes les personnes qui veulent demander leurs droits. Tout mouvement, c'est-à-dire pour une surveillance des travailleurs, on crée des syndicats que nous appelons des syndicats jaunes, qui ne sont pas là pour revendiquer, qui ne ramènent pas les vraies revendications des travailleurs, mais qui sont à la solde des employeurs pour faire ce que l'employeur veut au lieu d'amener ce que les travailleurs veulent. Donc, ils ont inversé et ils sont en train de concurrencer les vrais syndicats. Alors, mais à la suite des élections que nous avons eues, on a eu 12 syndicats les plus représentatifs qui ont été élus à travers la République. Dans la course, il y a eu 151 syndicats qui se sont... 151 syndicats. 151 syndicats qui se sont engagés dans la course. Les plus méritants étaient les 12. Et les 12 font ce que nous appelons les bureaux de l'intersyndical national du Congo. Donc les représentants élus des travailleurs qui doivent engager les travailleurs auprès de l'État, auprès des institutions et même auprès de l'opinion internationale. Donc nous, l'intersyndical, nous sommes là et la CDT, mon syndicat, est deuxième sur la liste, donc deuxième force syndicale sur la liste. Et alors, ces élections arrivent pratiquement après combien de temps? Ces élections, en principe, c'est tous les 3 ans. C'est tous les 3 ans, mais je suis en train de préparer avec des collègues. Il faut que ça se passe après tous les 5 ans parce que nous nous rendons compte que tous les 3 ans, c'est fatigant parce que aussi, ça demande des moyens. Les syndicats n'ont pas l'argent pour faire les élections tous les 3 ans parce que ce n'est pas facile de se reconstruire, de se déployer pendant tous les 3 ans à travers la République pour faire toujours les mêmes élections. Le délai est trop raccourci. Nous voulons, comme on a donné les mandats des politiques à 5 ans, qu'on donne aussi les mandats des travailleurs à 5 ans. C'est parmi les réformes que nous sommes en train de vouloir exiger dans un Conseil national du travail qui aura lieu lorsqu'on mettra les gouvernements en place. Alors, à un moment, c'était un peu tendu, si je ne me trompe pas, entre l'intersyndical national et le ministre du Travail aujourd'hui. Comment se trouve ou quel est l'état de vos relations avec... Oui, effectivement, à la veille des élections, nous étions en conflit avec le ministère du Travail parce que d'abord, ils voulaient organiser ça sans que les partis s'entendent parce que selon la loi... Pour faire un forcing. Voilà, c'était un forcing. Il a pris une mesure unilatérale alors qu'il y a une commission des élections. Cette commission est composée... C'est Mme Dossi, si je me trompe, Claudine, oui, oui. Actuelle ministre du Travail. Oui, donc cette commission-là est composée du gouvernement, des employeurs et des syndicats, donc les représentants des travailleurs. Cette commission-là avait fait son travail et a demandé qu'on puisse organiser les élections vers la fin de l'année passée. Mais à la suite de ça, ils voulaient faire le forcing. Et c'était pour quel objectif, ces forcing? Bon, je ne sais pas, mais ça n'a pas eu lieu comme ils voulaient. Et puis finalement, nous nous sommes entendus et on a fait ces élections-là. Et le cycle s'est clôturé au mois de juillet. Et on constate également que, je ne sais pas si c'est un mauvais constat, le ministère de Travail, Emploi, c'est généralement les gens qui viennent de la FDC, hein, de Modeste Bahati, si je ne me trompe pas. Bon, je ne sais pas, ça c'est politique. Hein. Tout ce que je sais... Je ne sais pas si c'est un mauvais constat que je suis en train de faire. Alors, Guy Coucou, le président de la République, vous le savez, Félix-Antoine Tshisekedi est dans son 2e mandat. Quelles sont les attentes des travailleurs face d'abord à ce 2e mandat de Félix Tshisekedi? Voilà, vraiment les attentes des travailleurs sont comme les attentes de toute la population. D'abord, les premières attentes pour les travailleurs, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une situation catastrophique sur les marchés pour la vie. La vie au quotidien devient intenable. Donc vous plaidez pour l'augmentation des salaires? On doit revoir les SMIG parce qu'on revoit les salaires des institutions, comme je vous ai dit tantôt. Il y a
le fameux salaire de 21 000 $ des députés. Il y a le salaire, il semble que même on veut augmenter ça à 33 000 $, ce qui est un scandale. Et nous disons non à cela. Ils en ont des 21 000 $. Nous savons, nous sommes Congolais, personne ne peut manger 21 000 $ par mois. Il ne peut pas terminer ça. Donc, s'ils veulent en ajouter, c'est bon, alors qu'on ajoute pour tout le monde. Mais on ne peut pas ajouter, parce que cet argent-là, ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est l'argent qu'on récolte à la population. C'est l'argent du contribuable. Ce sont nos impôts. Nous, les travailleurs, on ne paye pas ces impôts-là. Pour qu'on aille payer les députés et toutes les autres institutions de cette façon, non. On donne, on collecte cet argent pour qu'on nous construise des routes, pour qu'on construise les hôpitaux, pour qu'on construise... Et pour l'instant, nous sommes en guerre, vous savez. Notre pays est en guerre, on a besoin d'argent dans tous les pays du monde. Je l'ai dit et je le répète, on fait l'austérité pendant la guerre, on ne peut pas augmenter les salaires pendant la période. Alors, à un moment, vous avez essayé de parler... Par contre, on doit réduire les trains de vie de toutes les institutions. Ça, j'ai dit aussi, en commençant par la présidence de la République. Donc, on doit réduire le train de vie des institutions, commençons par Félix Tshisekedi lui-même, la présidence. Les gouvernements, l'Assemblée nationale, les assemblées pour... On doit, parce qu'il y a la guerre, madame, il n'y a pas d'argent. On doit équiper l'armée. Et cet argent, on est de donner aux individus ici, parce qu'on vient, il y en a qui dorment. Vous voyez, on nous montre chaque océan, il y a des gens qui viennent dormir. Lors des séances plénières. Pendant toute la législature, et puis gâter, alors que pour la défense du pays, on n'a pas assez de moyens pour équiper et faire face. D'ailleurs, ça serait, si on arrivait à réduire... Nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que c'est la République, c'est notre affaire. C'est notre République, c'est notre pays. Et non pas l'affaire d'une personne. Ce n'est pas l'affaire des gens qui sont au pouvoir. Parce que c'est notre pays, ce n'est pas le pays des gens qui sont au pouvoir. C'est le pays de tous les Congolais. Nous devons nous mobiliser et chacun peut donner sa contribution. Et voilà, la contribution des travailleurs, c'est que... Parce que c'est ce que nous faisons, nous, les travailleurs, par solidarité. Lorsqu'il y a un problème, on réduit, on fait la solidarité, on dit non. Ah, c'est ce qui se passe dans le monde de travailleurs. Mais tout à fait. Mais comment est-ce que le syndicat fonctionne? C'est par solidarité. Les gens disent, bon voilà, on a des problèmes, on a des soucis, on se cotise, on dit, bon, il faut qu'on aille nous défendre à l'inspection du travail, auprès des institutions, auprès du tribunal. On se cotise et ceux qui en ont plus, ils cotisent même pour ceux qui n'en ont pas, pour que la cause de tous soit entendue et soit défendue. Et même au pays, il faut que, même les présidents, moi je pense qu'on devait même décréter un fonds de solidarité nationale pour la guerre. Alors, comme on le fait dans d'autres pays. Coco, apaisez-vous, nous aurons tout un dossier pour parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et à un moment, vous allez parler d'abord du SMIG. À combien s'élève aujourd'hui le SMIG? Le SMIG est à 7 000 francs, mais il n'est même pas appliqué par toutes les entreprises. 7 000 francs par jour. Moins de 5 $. Moins de 5 $. À l'époque, c'était 5 $. Quand nous avions négocié ça en 2017, 7 000 francs, c'était 5 $. C'était l'équivalent de 5 $ au fait. Mais aujourd'hui, ça a perdu 50% de cette valeur. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'on doit augmenter. Parce que le pouvoir d'achat de ces salaires-là, si on devait rester avec seulement au niveau que nous avions négocié en 2017, ça devait être aujourd'hui à 14 000 par jour. Parce que c'est ça, 5 $ actuellement, oui. C'est 28 000. Presque pratiquement déjà 28 000 francs. Oui, 28 000. Donc la moitié, c'est donc que ça devait être 14 000 francs par jour. Mais ce n'est pas le cas, c'est 7. Et même 7 là, il y en a qui ne payent pas. Il y a des entreprises qui refusent de payer ces salaires. Ils payent 2 000, 1 500 par jour. Alors, parlons à un moment, c'était un peu tendu entre l'intersyndicale et le ministère des Finances. Ça concerne la plus-value. Où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, la plus-value, nous en sommes toujours là. Parce que l'arrêté Kerele n'a pas été revu. N'a pas été revu, mais il y a eu quand même un arrangement. Un arrangement. Et quel est cet arrangement? Pour que cet arrêté ne soit pas appliqué. Mais l'arrêté est là. Nous nous demandons toujours, et c'est un casus belli qui existe, c'est un contentieux qui existe
Ah bon, comme le gouvernement est sortant... Là, c'est avec Nicolas, le ministre Nicolas Kazadi des Finances. Oui, c'était le ministre des Finances. Et surtout, on était à la veille des élections. Nous n'avions pas voulu, comme il y avait beaucoup de gens qui étaient contre le pays, contre l'organisation des élections, il y avait beaucoup de ONG, tout ça qui était manipulé par les institutions, par les ambassades, par l'Union européenne, par l'opposition ici. Nous n'avions pas voulu en ce moment-là continuer la grève à la veille de ces élections pour éviter de donner... Donc pour le bien-être du pays, vous avez essayé de temporiser. Oui, on a temporisé pour que les choses se... Maintenant que les choses se sont passées, et je pense que là, nous demanderons la sincère au président de la République, parce que nous aussi, nous étions patriotes, nous avions patienté, nous avons accepté que M. Kazadi puisse violer la loi. Mais on a fait des grèves. Vous savez, 2 fois on a fait la grève. Mais à la veille de cette période-là, nous avions dit non. On se calme parce que les tensions telles qu'il y a des ennemis du pays qui risquent de profiter de cela. C'était une décision réfléchie en quelques mots? Mais tout à fait. C'est réfléchi. Non, la décision du ministre Kazadi. Non, justement, la décision du ministre, même nous, on s'est demandé, il roulait pour qui? Parce qu'on ne peut pas comprendre. À la veille des élections, créer des tensions dans les entreprises. Et quelle entreprise? L'entreprise, c'est-à-dire les chiens de chasse, quoi. Quelqu'un qui va là en chasse avec son chien, il commence à les fouetter, à les tabasser pour l'amener à la chasse. Alors, on a trouvé cette démarche-là, mais bon. Et est-ce qu'elle s'inscrit dans la vision du président de la République qui veut le peuple d'abord? La décision? Non, pas du tout. Cette décision-là, c'est l'égoïsme pur et simple du ministre des Finances. Et qu'est-ce que vous lui reprochez? Pardon? Qu'est-ce que vous reprochez au ministre? Mais on lui reproche parce que d'abord, cet arrêté-là n'avait pas sa place. Parce que les plus-values est institué par une loi, une ordonnance du président de la République. On est quand même dans un pays, Madame Noëlla. Et que dit... c'est ce qui étonne tout le monde dans ces pays, même l'opinion internationale. Comment les gens qui sont dans les... Un ministre viole une ordonnance d'un président. Ailleurs, on dit, monsieur, tu démissionnes parce que... Mais attendez, l'ordonnance signée par un chef de l'État, c'est un chef de l'État incarne une nation. Un chef de l'État incarne même l'espoir. C'est-à-dire, c'est une personne... Excusez-moi, mais c'est pas du tout ça, mais je dis à peu près pour eux. C'est-à-dire après Dieu, dans un pays, c'est le chef de l'État. Après Dieu. Et donc, le respect qu'on doit vouer au chef de l'État, aux institutions, c'est le même respect qu'on doit vouer à la loi. Et si un individu se donne les droits, et ils sont nombreux maintenant actuellement, on ne comprend rien. C'est pourquoi nous, vraiment, dans les attentes du gouvernement de cette fois, peut-être on arrivera là, nous avons des attentes et on donnera des points de vue. Mais alors, en un mot, on va prendre le deuxième dossier. Vous parlez de la plus-value. On n'a pas fini avec les plus-values avec M. Kazadi. Alors, je dis, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a demandé à ce qu'on continue à payer comme avant cet arrêté. On payait pas bien. C'était comment? Non, on continue à payer ce plus-value-là aux travailleurs comme avant cet arrêté-là. En attendant, parce qu'il y avait une commission qui était constituée, mais c'est Liaou avait présidé cette commission, mais n'a pas donné... Le ministre de la fonction publique. Oui, n'a pas donné de conclusions. Et les conclusions sont là, les travaux, comme on dit, quand on met les gens sont en commission, parfois c'est pour mettre les choses en frigo. Mais avec nous, les syndicats, ça ne passera pas. Nous ne mettons jamais les choses en frigo. La revendication va continuer. Comme je vous ai dit, on attend le gouvernement qui sera mis en place. Et quand on trouvera les partenaires qui seront là, on va reposer les problèmes. Je pense que le chef de l'État mettra cette fois-ci quelqu'un qui sera de bonne foi pour éviter, parce que vous savez, avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi actuellement, c'est le ministre qui a battu les records de tous les secteurs du pays. On fait la grève contre lui. Ils ont dormi dans ce... Il y en a qui ont dormi même devant. C'est la toute première fois dans l'histoire de ce pays, oui, qu'il a fait l'unanimité à mobiliser les gens contre le gouvernement. J'ai dit tous les secteurs confondus. Tous les secteurs. Merci bien, Ikoukou. Nous allons prendre ce dossier où nous allons parler du travail de l'informateur, mais aussi la composition du prochain gouvernement. Madame, Messieurs, suivez.
Nous, structure des jeunes, Ligue des jeunes, Parlement debout, mouvement de résistance, soutenons par cette déclaration la candidature de M. Deo Kasongo, homme d'affaires et entrepreneur congolais de renom, au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa. M. Deo Kasongo est un fils maison, quelqu'un aux valeurs positives, ancré dans la dynamique de développement et de la défense des intérêts des jeunes Kinois en général et des jeunes de l'IDPS en particulier. Voilà qui justifie notre soutien à sa candidature à l'hôtel de ville de Kinshasa. Deo Kasongo étant un fils maison, il n'est pas question qu'on lui prête d'autres appartenances politiques. Nous mettons donc en garde ces détracteurs qui tiennent à les nuire en lui attribuant d'autres identités politiques alors qu'il est véritablement un tshisekédiste fils maison. Et d'ailleurs, pour ceux qui doutent, consultez les anciens au sein de notre parti politique, ils vous diront. Adressons par la même occasion nos chaleureuses félicitations au chef de l'État pour son engagement et sa détermination dans la lutte pour éradiquer l'insécurité dans la partie est de notre pays, notamment pour la désignation par lui de l'honorable Augustin Kabouya comme informateur. Il s'agit là d'un choix judiciaire sur quelqu'un qui n'est autre qu'un réconciliateur, rassembleur et qui va à coup sûr dégager très rapidement la nouvelle majorité au sein de notre Assemblée nationale. Les jeunes, viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, en République démocratique du Congo, Félix, chef de l'État, Béton, 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 Rouge, Sa farde, soigneusement portée à la main, attirait l'attention de plus d'un à la Cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé informateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a remis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing. Voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer les rapports. Si je dévoile le contenu, il y aura d'autres choses que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut apprendre à travers les médias. Là, c'est manque du respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le Président de la République. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira.
Alors, Kikoukou, vous le savez que Augustin Kabouya est en train de travailler en ce moment pour dégager la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, c'est déjà une démarche pour le prochain locataire de la primature. Voilà, j'allais dire, la primature de la RDC, donc le successeur de Jean-Michel Sama Lukonde. Les attentes des travailleurs face au prochain gouvernement. Oui, merci madame. Vraiment, je vous remercie pour cette question intelligente. Je crois que les attentes des travailleurs est celle de tous les Congolais. Nous attendons, vous savez, le gouvernement ici a été éléphantesque. Pour rien. Pour rien? Pour rien. Comment ça? J'ai dit pour rien. Ça n'a pas donné quel résultat? Le gouvernement ici. Dans le gouvernement Sama Lukonde 2. Oui, j'ai dit ça. Pour rien. J'ai dit pour rien. Alors pourquoi dites-vous ça? J'ai dit ça parce qu'on a eu trop de ministres qui n'ont pas été nécessaires pour le pays. Lesquels par exemple? Pardon? Lesquels par exemple? Non, je ne vais pas citer les gens. Vous savez que là, c'est subjectif. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a eu des ministres qui n'étaient là pour rien. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas que moi. Vous êtes journaliste, madame. Vous faites souvent les sondages. J'ai suivi dans une chaîne, dans la chaîne nationale, on a parlé des ministres, des performances des ministres. On n'en a retenu que 5. Ce n'était pas moi, c'est la presse. Les autres, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est ça. Donc, or, maintenant, comme j'ai dit, nous sommes pendant la guerre. On ne peut pas avoir un gouvernement éléphantesque. On a un gouvernement, on a besoin d'un gouvernement de vertébrés, comme on dit, des gens qui sont nationalistes. Composé de combien de membres? Composé, en tout cas, un gouvernement qui peut être autour de 25. 25 membres pour le prochain gouvernement? Oui, 25, 27 membres, c'est suffisant. Parce que l'autre problème, c'est quoi, madame? Il y a des gens, on fait des élections, il sort député, et puis après, il veut devenir, lui encore, ministre, et puis après, il veut... Donc, non, je pense que quand vous êtes élu, vous avez postulé pour représenter les gens. Oui, ça aussi. On vous a donné un mandat. Ouais. Alors, quand on vous donne un mandat, vous voulez faire comme un singe, vous voulez se demander... Et c'est vous, c'est votre personne que la population s'est choisie. Ce n'est pas votre suppléant. Non, justement. Alors, ce n'est pas normal qu'on accepte ça. Il faut qu'on nomme d'autres personnes. Deuxièmement, qui ne sont pas mis, qui ne sont pas députés. Voilà. Oui, d'autre part, on ne doit plus nommer que les mêmes personnes, madame. Les Congolais sont fatigués de voir les mêmes personnes, les mêmes noms, et puis qui donnent les mêmes résultats. Ça fait 10 ans, 15 ans, 30 ans, on n'a que ça. Mais attendez, on peut changer les choses quand même. On ne peut pas faire les mêmes résultats, on ne peut pas faire un bon résultat avec les mêmes acteurs. Parce qu'on dit que les mêmes acteurs donnent toujours les mêmes résultats. Donc vous conseillez à Félix Antoine Tshisekedi, on doit nommer d'autres personnes. Porter le choix sur des gens qui ne l'ont jamais. Oui, une classe nouvelle, une nouvelle classe politique, on en a besoin. Tous ces partis-là, il n'y a pas que les mêmes personnes-là qui doivent quand même être toujours ministres à toutes les époques, à tous les... Mais attendez, le pays est à nous tous, madame. Le pays est à tout le monde. Le pays n'est pas le pays. Et puis, il y en a qui maintenant, ça devient non seulement lui, c'est les clans, c'est tout le monde. Et puis, bon, sont les enfants. Et la République et les autres de la République, on fait comment? Il faut qu'il y ait un équilibre aussi dans les gouvernements. On doit avoir un gouvernement équilibré qui prend compte des entités, des provinces, un gouvernement hétérocratique, comme on dit, hétérogène, pardon, comme on dit, qui puisse jouer aux équilibres. C'est ça le gouvernement on attend, mais aussi des personnes qui viennent pour se battre pour la nation. On est en guerre. Tout le monde doit avoir la philosophie de la guerre et de l'austérité. Le président de la République, madame, je vous dis, le président de la République est maintenant otage de la population. La population l'a élu à 73%. Ce pourcentage-là, madame, depuis que la démocratie a commencé en 2006, personne ne l'a eu. Et c'est significatif. Donc, Félix Tshisekedi a la confiance du peuple congolais. Mais il a la confiance. Mais vous savez pourquoi le président a été élu par rapport, ils étaient 25. Pourquoi les autres ne sont même pas arrivés au genou? Le président s'est présenté comme chef de guerre dans sa campagne. Il s'est présenté comme celui qui devait, il parlait de Mabélé.
il parlait de d'Abapaya, il parlait de Mboka Nabiso Bitumba Mboka. Les gens veulent en finir avec la priorité de ces gouvernements, c'est la guerre. C'est finir la guerre. Le chef de l'État doit nommer un gouvernement qui a pour première mission terminer la guerre. Alors, c'est l'attente de tout le monde. Deuxième attente, le chef de l'État doit nommer des personnes qui doivent changer. On en a assez avec les antivaleurs. On en a assez avec les détourneurs de fonds, des détourneurs de fonds. On en a assez. On en a marre. Les gens plaident. On a parlé. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Tellement les gens ont parlé, c'est-à-dire nous sommes arrivés. Le président prend le pouvoir lorsque la population, lorsque le peuple est arrivé à un moment de saturation, donc de déception. C'est à ce niveau que se trouve le peuple congolais, un moment de saturation. Mais bien sûr, nous sommes, madame, donner le micro même à un petit enfant de 5 ans, de 8 ans, il va te décrire toute la misère de la... Il connaît tout ce qui se passe dans les pays, toute la misère. C'est-à-dire, ses prédécesseurs, les prédécesseurs du président Félix, ont tellement fait des choses. C'est-à-dire que la saturation, c'est-à-dire on a accumulé ces souffrances, maintenant c'est plein. Alors on est prêt à déborder. C'est-à-dire lui doit jouer à celui qui va calmer les esprits, il doit redonner l'espoir, il doit redonner la joie, il doit redéfinir ou réorienter la vision de notre pays. Et pour y arriver, il faut une nouvelle classe politique. Il faut une nouvelle, mais avec les mêmes personnes. Il y aura les mêmes résultats. Les mêmes personnes qui sont rentrées à l'Assemblée nationale pour la plupart, qui veulent encore devenir des ministres par cette classe. Ça a toujours été ainsi, ça donnera les mêmes résultats. Si le président veut avoir un vrai résultat, on fait les résultats avec les acteurs. Ceux qui ont commencé avec Mobutu, Kabila les pères, Kabila fils, Tshisekedi dans les 5 ans, ils étaient là. C'est de cela que nous parlons, madame. J'ai dit que qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné? Attends, quelqu'un a été ministre pendant 30 ans, pendant 20 ans, pendant 15 ans. Ils peuvent changer. Qu'est-ce qu'il a donné? Ils peuvent changer, apporter un... Mais attends, est-ce qu'il n'y a quelqu'un qui peut changer? On ne peut pas donner aussi la chance parce que nous sommes 30 millions. Que les mêmes personnes. Nous avons une classe politique qui tourne autour d'une 60aine de personnes. Qu'on voit sur tous les cycles et sur tous les scènes. Ce n'est pas comme ça. Parce que ce sont les gens nouveaux. Lorsque Lumumba est venu Premier ministre, il avait à peu près 25 ou 26 ans. Très jeune. C'était le premier ministre le plus dynamique que le Congo à 26 ans. Oui, c'est le premier ministre le plus dynamique que le pays. Et il a laissé l'histoire dans le monde entier. Il n'a pas fait longtemps, il n'a pas fait 5 ans. Il a fait, je pense, une année ou 2 ans. Mais son histoire est entrée dans le monde entier. Mais l'actuel ministre aussi, c'était un jeune. Hein? Pardon? Le ministre Jean-Michel Samalukonde, il a été tiré dans les deux catégories. Non, je suis en train de parler, madame, de Lumumba. Je ne parlais pas de Samalukonde. C'est pour te dire qu'on a besoin d'un dynamisme. Les niveaux qu'a atteint la population, il faut un premier ministre dynamique, un jeune. Il doit être un jeune, dynamique. Et il doit être comme on appelle, une personne nouveau, qui n'a pas d'antécédent avec la nation. Il n'a pas l'antécédent avec les pays. Parce que tous ces gens qui ont des antécédents, dès qu'on le voit, dès qu'on entendra ce nom, oh, voleur, dès qu'on entendra, oh, lui là. Donc, dès que c'est-à-dire, sur le plan psychologique, dès qu'on citera son nom, tout le monde découragé, c'est fini. Toute la réputation du gouvernement sera par terre. Parce qu'un gouvernement, on le croit par ses hommes. Dès qu'on met des hommes en qui on ne croit plus, c'est fini, on va donner les dos, on dira, c'est fini, on croyait qu'on voit quelque chose de nouveau. C'est du déjà entendu, c'est les mêmes personnes, donc ça ne sert à rien.
Donc il y aura le même résultat. Il y aura le même résultat, madame. Félix Tshisekedi doit puiser dans dans sa réserve. Il doit puiser, il y a la réserve républicaine. Est-ce que chaque parti politique, après qu'on ait dégagé la majorité parlementaire, a apporté à son quota pour la formation du gouvernement? Quelle devra être maintenant l'attitude du président de la République face aux différentes listes qui lui seront présentées? C'est ce que je vous ai dit. Il doit sélectionner un jeune premier ministre, un homme nouveau. Mais si le président du parti politique ne propose que... Peut-être qu'il mette que son nom. Oui, mais c'est ce que je vous dis. L'attitude du président de la République face à Madame, cette liste. Je vais vous donner une histoire dans ce pays, vous le savez, une histoire récente. Vous connaissez l'histoire de Yann Divé? Vous avez une idée de Yann Divé? Le vieux Kizenga. Le vieux Kizenga, quand il a travaillé avec Kabila, on envoyait les noms des gens. Quand il voyait un nom, il dit Yann Divé, il dit pas ce nom-là, donnez un autre nom. Vous de votre parti toujours. Pourquoi? Est-ce que dans votre parti, il n'y a qu'un nom? Quelqu'un fait un parti national. Sa femme? Oui, il n'y a que votre femme, il n'y a que votre neveu dans ce parti-là. Ouais. Il n'y a que votre cousin dans votre parti-là. Il y a d'autres personnes. Donc nous disons, il faut d'autres personnes. C'est ça. Il faut de nouvelles personnes pour le prochain gouvernement, c'est ça? Oui. Des personnes dynamiques. Des personnes nouvelles. Un sang nouveau. Voilà. C'est ça les attentes des travailleurs. Des travailleurs et de toute la population. Y compris vous, Madame Noël, je suis votre porte-parole en tant que travailleur. C'est moi votre porte-parole. Madame, Messieurs, vous le savez, le résultat de l'enquête autour de l'assassinat de Chérubin Okende sont déjà connus. Mais que pense le Congolais, que pense le travailleur? Juste après ce dossier. Au nom du gouvernement, le ministre a rendu un hommage mérité aux efforts inlassables que ne cesse de fournir le président de la République, chef de l'État, dans le cadre de la recherche de la paix durable pour notre pays. En effet, après l'Éthiopie, l'Angola et la Namibie, il a poursuivi son offensive diplomatique en Belgique où il a eu à échanger avec le roi des Belges après avoir rencontré le Premier ministre belge pour échanger notamment sur l'agression contre notre pays par le Rwanda. Ces rencontres lui ont également permis d'aborder la problématique de l'exploitation de nos ressources naturelles. Il s'est agi notamment de sensibiliser les autorités belges sur la nécessité de prendre des sanctions contre les autorités politico-militaires rwandaises qui, pour des raisons d'exploitation illicite de nos ressources, envoient des troupes rwandaises semer la mort et la désolation dans notre territoire en condamnant nos populations à l'errance permanente. La prise des sanctions pourra permettre le retour à l'application rapide de la feuille de route de Luanda, mais aussi le président de la République a échangé avec les autorités belges sur la nécessité d'agir sur l'Union européenne afin d'obtenir le retrait de l'accord signé avec le Rwanda sur l'exploitation des matières précieuses critiques que ces pays ne possèdent pas, ou sinon de créer rapidement le mécanisme de traçabilité des dites matières, si tant que le dit accord devrait être appliqué. Le président de la République poursuit son périple à travers d'autres capitales. Sauvons la RDC du danger comme on peut bien l'apercevoir sur ces pancartes. C'est sous ces thèmes que s'est ouverte cette session extraordinaire du Conseil national de l'ECD. Dans son allocution, le président de cette formation politique a soulevé le contexte dans lequel se tiennent ces assises. Ce Conseil national se tient, je l'ai dit, à un moment extrêmement difficile pour notre pays. La République est effectivement en danger. L'intégrité territoriale et la stabilité du pays sont sérieusement menacées des suites des attaques et agressions à répétition par le Rwanda et l'Ouganda dont nous sommes victimes depuis 3 décennies. De 1997
À ce jour, nous avons perdu plus de 12 millions de compatriotes. Plus de 7 millions de Congolais ont fui leur logis et sont appelés déplacés internes. Des millions de femmes ont été violées. Des millions de citoyens sont désœuvrés. S'agissant des élections de décembre dernier, Martin Fayoulou estime que celles-ci ont été entachées des résultats préfabriqués. Ce déficit fatal de la démocratie a atteint son paroxysme avec les simulacres d'élections de décembre 2023. En effet, si en 2018, l'approche de la fraude électorale avait consisté à organiser des élections, mais à en fabriquer les résultats, en 2023, le gangstérisme du pouvoir en place s'est carrément cristallisé dans la fabrication des résultats sans organiser les élections. Martin Fayoulou a par ailleurs décrié les antivaleurs qui caractérisent le régime en place, menaçant ainsi, selon lui, la cohésion nationale. Les raisons liées à la mystérieuse mort de l'ancien ministre des Transports ont été enfin dévoilées. Selon le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, Chériban Okende s'est suicidé. Firmin Vondé l'a fait savoir ce jeudi au cours d'une communication faite devant la presse à Kinshasa. Témoignages clairs de personnes qui ont été à l'endroit où le véhicule était trouvé et tranchant que le véhicule s'est arrêté. Personne n'en est descendu. Et c'est confirmé par les experts qui ont trouvé le véhicule hermétiquement fermé, et comme le procureur vous l'a dit, impossible d'être dehors, de démarrer, de trouver le moteur et la clé à l'intérieur avec l'immatriculation en place. C'est là est pratiquement impossible. Les autres détails, j'espère qu'ils vous ont été livrés de manière assez claire. À faire moins de commérages autour de certaines situations et qu'il est toujours mieux de garder sa main en bride que de livrer au public des informations qui sont en fait des désinformations. Et c'est là où le ministère public peut trouver que vous avez franchi le bord du tolérable de la légalité pour entendre l'illégalité, ça devient un faux bruit et nous pouvons mettre la main dessus. Notons que cette conclusion de la justice congolaise arrive au milieu des spéculations qui avaient émergé après la disparition tragique de l'ancien collaborateur de Moïse Katumbi, dont les premières analyses parlaient de l'assassinat. Il convient de rappeler ici que le corps sans vie de Chériban Okende avait été retrouvé criblé de balles dans sa voiture le 13 juillet 2023 sur la route poids lourd qui relie le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Nous en parle. Après sa rencontre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Bruxelles, le Premier ministre belge, Alexandre De Croo, a été auditionné au Parlement belge sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et sur les soutiens militaires du Rwanda au mouvement terroriste M23 en présence des parlementaires congolais conduits par le professeur André Mbatabe-Toukoumé Soumango qu'accompagnaient les députés Eliezer Ntambwe et Jean-Marie Lokulassi. La Belgique est du côté de la population congolaise. Population congolaise qui vit dans des situations difficiles. Après cette interpellation, une rencontre d'explication s'est déroulée au siège du Parlement belge entre André Flao et la délégation congolaise. D'un ton ferme, le professeur André Mbatabe-Toukoumé Soumango, chef de la délégation, a très vivement dénoncé la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda et aussi condamné les doubles jeux et l'hypocrisie de la Pologne en apportant son soutien militaire au pays agresseur de la RDC. Non, nous sommes agressés. Où est-ce que même 23 va trouver des missiles soleil pour attaquer même? Au sortir de l'interview de la rencontre, la Pologne va intervenir, apportera son aide en cas de toute menace contre l'intégrité territoriale du Rwanda. Ça, c'est le président polonais et la Pologne vis-à-vis du Rwanda avec qui ils n'ont pas de liens historiques.
Cet accord qui scandalise l'opinion congolaise est considéré comme une trahison. Le professeur André Mbata invite la Belgique à user de son influence auprès de ses partenaires européens pour prendre des sanctions contre le Rwanda. On ne peut pas continuer à tuer et à violer la population dans l'indifférence totale et complice de la communauté internationale. Au sortir de la réunion, le geste de dénonciation a été posé devant les sièges du Parlement belge. Et Guy Coucou, et comment est-ce que vous avez accueilli le résultat des enquêtes menées autour de l'assassinat de Chérubin Okende alors qu'il était encore député national? Oui, bon, d'abord Chérubin pour moi c'est un ami, c'est un syndicaliste, vraiment un ami, on parlait, on luttait ensemble dans le syndicalisme, on se battait aussi ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble dans la revendication, dans la lutte syndicale. C'est malheureux que, bon, comme le procureur lui-même a menacé les gens, que si les gens commentaient cela, on va les arrêter pour faux bruit. Mais bon, il doit savoir que, bon, c'est un verdict public est soumis à l'opinion nationale. Les gens doivent réagir. Bon, moi je ne sais pas. On est en démocratie et puis quand vous prenez une décision, vous dites tout le monde doit fermer la bouche, personne ne doit plus parler. Bon, je n'ai pas compris ça parce que c'est la première fois, parce que toutes les décisions que la justice prend, les gens commentent toujours dans un sens comme dans un autre, dans les biens comme dans les mal. La liberté d'expression garantie par la loi. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du pays, de l'équilibre, c'est ça. Et surtout que c'est une question qui intéressait quand même plus d'un Congolais, hein, un député assassiné en plein. Mais bon, je ne sais pas, bon. Puisque c'est ça, c'est la justice, on ne revient pas sur la décision de la justice. Alors, quand nous parlons de la justice et qu'on a interdit aux gens de parler de ce dossier autour de l'assassinat de Chérubin Okende, mais sinon, il y a quand même des gens qui en parlent. La justice, même le président de la République, lors de sa dernière sortie médiatique, a dit que la justice congolaise est malade. Et là, c'est le président de la République qui l'a dit. Non, il n'y a pas que le président de la République qui dit que la justice est malade. Même les magistrats eux-mêmes le disent. Même tous les citoyens congolais, madame. Il y a des tribunaux partout ici sur beaucoup de questions, des dossiers civils, des dossiers d'assassinat. Vous trouvez, même les Koulouna ici, ils tuent les gens, on les a arrêtés, même les filles, les enlèvements, Bon. Mais on retrouve, même, j'ai suivi l'autre fois dans une chaîne ici, même les policiers se plaignaient, on arrête tous ces gens, des criminels, on les met à la disposition de la justice, et puis après, non, la même personne on les retrouve dans la rue, tout ça, bon, il semble qu'on ne peut plus parler de ça, et on a dit que vous parlez de ça, et puis on vous arrête. Bon, c'est ça, j'ai peur, madame, avec ça, donc le procureur risque de m'arrêter si je parle de ça. On ne parle pas de l'assassinat, mais de la justice elle-même, oui, le président qui l'a dit. Non, la justice du Congo fait problème, madame. Ça fait problème à tout le monde. Nous l'avons eu, même nous, l'intersyndicats, à le dire. Il n'y a plus la justice de la justice. Il y a la justice de l'injustice, madame. Il y a maintenant la justice de l'injustice. Parce que, comment voulez-vous, madame, qu'on retrouve avec tant de vols qu'on a dans ce pays, des Koulouna qui circulent partout, des assassins, des voleurs en cravate, des personnes qu'on met à la disposition. Même les pauvres Alingate souffrent, madame. Les pauvres Alingate souffrent. On trouve qu'il y a des choses. On amène ces gens-là au tribunal. Non, innocentés. Leurs mains sont propres. Même si des millions ont disparu, dans leurs mains, on trouvera toujours. Mais alors, que faut-il faire? Parce qu'on a quand même vu la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, quand il est arrivé, il a fait de son mieux pour quand même avoir une justice qu'il faut. Hein. On a quand même vu, il a plusieurs changements au sein de l'appareil judiciaire, mais curieusement, jusqu'à la dernière minute, Félix Tshisekedi lui-même s'inquiète. Il y a des gens qui estiment qu'en tant que président de la République, il ne devrait pas le dire. Oui, mais non, pourquoi le président doit... Parce que les gens n'aiment pas les gens honnêtes. Le président Félix est honnête, franchement.
C'est comme, oh non, le président ne devait pas le dire parce que c'est lui le président. Non, mais attends, quand c'est mal, c'est mal. Tout le monde, madame, si même chez vous, même si c'est votre frère qui commet une faute, même si c'est votre père qui... Si c'est une faute, parce que on dit non, toi tu ne devais pas dire pas ce temps. Mais attendez, on ne pactise pas avec le mal, s'il vous plaît. Et s'il y a s'il y a une personne qui a les meilleures informations de la situation, c'est le chef de l'État, parce qu'il a les rapports de tous les services qui vont, tous les services, les rapports sont dirigés vers le chef de l'État. C'est lui la personne la mieux qualifiée. Comment on dit, on lui donne des rapports, on dit que ça ne marche pas. Tous les services disent que ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Et lui, il dit ça, vous dites non, il ne pouvait pas dire ça, c'est lui le président de la République, même si la justice va mal, donc il lui devait couvrir. Non, ce sont des gens malhonnêtes qui disent des choses comme ça. Alors, un homme honnête doit reconnaître que non, le président Félix est vraiment honnête. Il reconnaît qu'il y a des choses que nous tous nous avons constatées. Et alors, dans ces cas, qu'il faudra-t-il faire quand même pour que la justice soit une justice réellement au service du peuple congolais? Madame, vous savez... Et non pas une justice en RDC à double vitesse. Vous savez, même la Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Dans un pays où il y a l'injustice qui s'érige en justice, madame, vous pouvez, donc la première guerre, comme nous faisons la guerre avec les Rwandais, on doit faire la guerre dans le secteur de la justice. Parce que dès que les présidents, même les présidents, vous savez, même les gens jouent dans les pays, c'est pourquoi. Aux États-Unis, il n'y a pas un pouvoir qui est respecté comme le pouvoir de la justice. C'est-à-dire les politiciens, vous pouvez faire vos blagues là, mais quand ça arrive en justice, tout le monde sait que là c'est de sérieux. Si le président veut régler les problèmes de ces pays, c'est seulement au niveau de la justice. Vous arrangez, une bonne administration de la justice fera que, je dis, dans tous les autres secteurs, ça va s'aligner. Ça va s'aligner. Ces magistrats, c'est vraiment... Ces magistrats, on doit former des magistrats. On doit former une bonne... Parce que le problème, c'est ça. D'où viennent ces magistrats? D'où sortent-ils? Ils sortent de nos universités. C'est ça. On dit la qualité des enseignements a tellement dégringolé que maintenant, c'est bizarre. Les gens, au lieu de faire la justice, de dire la justice, les gens veulent avoir l'argent dans la justice. Ils font de la justice le business. Quand il y a des dossiers, ça devient du business. Il faut aller déposer des sommes. Aujourd'hui, quand tu as un problème, madame, en justice, prépare ta poche. Il faut préparer la poche. Même quand tu as raison, on te dira pour rendre le verdict, madame, il faut qu'on fasse ceci. Pour que les agents descendent sur terrain, il faut de l'argent. Madame, c'est devenu tellement même les frais de fonctionnement, les institutions... C'est devenu tellement compliqué. Même pour les stylos, pour qu'on écrive, il faut acheter les stylos. Voilà pourquoi, entre autres solutions, il faut bien payer les magistrats. C'est ça aussi, madame. Si les gens ne sont pas bien payés, ils se payent. Et ils se payent mal. C'est ça aussi. Donc, on doit l'équilibre. Voir pourquoi l'intersyndical dit l'État, le gouvernement, le président de la République doit administrer une bonne redistribution de la richesse nationale. Il faut que tout le monde sait. Il ne faut pas. Vous avez vu pourquoi. Il ne faut pas qu'une seule catégorie de personnes se retrouve au détriment des autres. Cette fois, on nous a dit, il y a eu combien de candidats députés? Aïe, aïe, aïe. On a parlé de 36 000 pour 500. Oui, plus de 25 000. Pour 25 000 personnes. Pour 500 sièges, madame. Mais c'est une catastrophe. Vous savez pourquoi? Il fallait voir même le profil. J'ai vu dans mon quartier, j'ai vu des jeunes gens, des enfants. On me dit qu'il est quoi? Candidat député. J'ai dit quoi? Candidat député, oui. Attiré par les 21 000 $, c'est ça? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment va-t-il faire une loi? Lui qui n'a jamais travaillé toute sa vie. Il ne sait même pas, dans toute sa vie, il dort même au salon. Donc, la première fonction que tu vas faire, c'est les députés. Comment? Les députés doivent être une personne qui a l'expérience dans un domaine donné. Et il amène cette expertise-là. Son expertise, il amène pour qu'on en fasse des lois sur base des expériences sur terrain. Vous amenez des gens qui sortent de l'école ou qui vont aller pour voter, il va demander au chef de parti, je dois faire quoi? On lui dit non, on lui donne le mot d'ordre, tu vas dire oui ou tu vas dire non. C'est ça, tout simplement. Et puis après,
il a donc 21... la plupart sont attirés par les 21. Il a 21 000. Alors, oui, il a 21 000. Et quand les magistrats entendent ça, que eux, ils lui ont... qui a, je ne sais pas combien là. Lui, il est chaque jour là dans en son train de bureau, réfléchir, en train de parler. C'est parfois même des enquêtes difficiles. Il doit aller, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Je ne justifie pas ce que font certains magistrats. Je ne justifie pas. Je ne dis pas aussi que tous les magistrats sont comme ça. Non, il y en a des bons, mais c'est vraiment une minorité. Mais je dis l'État, entre autres, ce n'est pas la seule solution. Parce que même s'il y a des bons salaires, et si on a des personnes mal formées, ils vont arriver toujours au dégât. Donc vous mettez l'accent sur la formation? Oui, l'accent c'est sur la formation. Et puis deuxième, bien payer les magistrats pour qu'ils ne se sentent pas complexés quand il a un dossier. Voilà. Alors Guy Coucou, vous avez suivi Martin Fayulu lors de l'ouverture de ces assises et assises de l'ECD où il est revenu quand même sur la situation en République démocratique du Congo et surtout que ces assises sont placées sur les thèmes sauvant la République démocratique du Congo du danger. Et Martin Fayulu est quand même revenu aussi sur les élections de 2023. Qu'en dites-vous? Bon, parlant de notre frère Fayulu, c'est les élections, bon, c'est son point de vue, hein. Mais moi je pense qu'il faut savoir passer les ponts dans la vie, hein, madame. Même quand on est blessé dans la vie, il ne faut pas rester avec les blessures dans la vie, ça va vous laisser à genoux, ça va vous laisser avec des cicatrices. Dans la vie, il faut savoir effacer. Fayulu a des cicatrices. Oui. Vous savez, non, attendez. Des cicatrices, des blessures. Il a des blessures de la situation des élections de 2018. Et puis voilà, et ça se poursuit jusque maintenant. Les choses se sont passées. On a appelé les témoins de tout le monde. Ce qui est vrai, les élections ne se sont pas passées à 100% dans les bonnes conditions. Non, ça c'est vrai. Mais il y a eu quand même un gagnant. Il y a eu des irrégularités. Il y a eu certaines irrégularités. Et on ne peut pas dire que tout était mauvais. C'est faux. Parce que nous étions tous à Kinshasa. On a assisté, nous aussi, dans les dépouillements. On a vu certains, dans certains bureaux auxquels nous étions représentés, il y a eu des gens. On a vu les résultats conformes. On a vu. Donc on ne peut pas dire que tout est... Alors, on ne peut pas non plus profiter de certaines irrégularités pour effacer les tableaux. Pour dire non, tout a été... voilà. Non, il y a dans la vie, il faut savoir perdre certaines choses. Et quand on perd, François Mitterrand, je me rappelle, il a perdu, je pense, plus de 3 ou 4, 5 fois. Il est resté. Mais il n'a jamais dégordé son adversaire politique. Il y a des fois l'élégance aussi politique. Hein. Ce qui manque dans notre pays, on ne sait pas perdre élégamment. On ne sait pas encourager celui qui a gagné. On ne sait pas soutenir. Parce que même l'opposition dans notre pays, ce n'est pas l'opposition politique. C'est la rancune politique. Ah, c'est ça. L'opposition en RDC, c'est la rancune politique. C'est la rancune politique. Vous ne trouverez jamais au Congo quelqu'un qui se dit opposant dire des bonnes choses à celui qui est au pouvoir, même quand il en a fait. Ils peuvent le dire officieusement, voilà. Il dit bon c'est bien, mais officiellement il va dire oui. Non. Or non, l'élégance politique. Mais ça ce n'est pas quand même de l'opposition. Que quand vous avez vu, vous êtes opposant, et j'apprécie beaucoup Adolphe Mozito. Franchement, ce monsieur, je l'apprécie beaucoup. Parce que quand il y a des bonnes choses, il dit il y en a des bonnes. Oui, même son secrétaire général, Blanchard Mungoba, il le reconnaît sur ce plateau. C'est comme ça la politique. C'est bien, il le dit. Parce que quand vous ne reconnaissez pas l'autre, vous aussi, les jours que vous passez aussi, on ne vous reconnaîtra pas. Dans la vie, il faut savoir accepter les autres. Il faut savoir aussi accepter la victoire des autres, les biens des autres, les succès des autres. Il faut encourager, dire, on vous encourage, tu as triché. Nous, on fait des élections, madame. Vous m'avez posé la première. Nous, on fait des élections. Il y a des gens qui trichent chez nous. Mais chez nous, aux élections, quand on voit quelqu'un a triché ou il a utilisé des mesures pas bonnes, mais il a gagné, on dit, toi, on t'attend le mandat prochain. On se salue, camarades, et puis c'est fini. Ok. Prenons à présent ce dernier dossier pour parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Nous, députés nationaux des regroupements politiques, Ensemble et Avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature
de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunie ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général caractérisé par des irrégularités et une fraude sans précédent. À l'issue des enquêtes internes de la CENI, un groupe de 82 candidats a été invalidé et une liste complémentaire de plus d'une centaine annoncée de fraudeurs n'a jamais été rendue publique ni sanctionnée. C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Force est de constater à ce jour que l'Union sacrée, qui détient plus de 95% des députés à l'Assemblée nationale, s'acharne sur la vingtaine d'élus d'ensemble et d'Avançon MS dans des procès à la Cour constitutionnelle pour récupérer indûment les sièges que nous avons difficilement acquis. Nous en appelons au président de la République, magistrat suprême et au juge de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie de l'Assemblée nationale. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Chapwe, et à une justice équitable. C'est dans ce contexte que nous en appelons à la libération des prisonniers politiques. Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebaikoso, Jean-Marc Kabond, Papi Pungu, l'apôtre Christian Numbi, le journaliste Stanley Boujakera et bien d'autres encore. Nous exigeons l'arrêt des poursuites et arrestations politiquement orientées en vue de museler l'opposition et instaurer un régime de terreur. La liberté doit demeurer la règle et l'arrestation l'exception. Nos organisations politiques, ayant décidé de siéger à l'Assemblée nationale comme opposition républicaine, malgré les élections chaotiques du 20 décembre 2023, rassurent nos populations sur notre détermination à demeurer les sentinelles de la République pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la violation des libertés qui tentent à régner sans embâche dans notre pays. Nous saisissons cette occasion pour soutenir nos populations meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri, condamnant l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les forces négatives et réitérant notre soutien aux forces armées de la RDC et alliés, fait à Kinshasa le 27 février 2024, les députés. Passation pacifique du pouvoir, il n'y a aucune balle qui a tiré, il y a des choix qui ont été opérés, et je pense que M. Tshisekedi a privilégié de l'héritage du nom de son père, de telle sorte que les Congolais ont toléré à ce moment-là qu'il soit président, mais pas parce que c'était lui, mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Parce que son père, pendant 30 ans, a investi dans la constance, dans la lutte non violente, et malgré qu'il savait qu'il ne l'avait pas voté, il s'était dit, bon, peut-être qu'avec lui, ça pourra fonctionner. Et malheureusement, c'est pire qu'avec Kabila. Donc, on peut avoir des discussions à longueur de journée. Ici, moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que si un Chinois arrive dans l'AFC pour nous dire qu'il est prêt à nous aider pour que notre Congo soit pacifié, pour qu'à l'Est, il n'y ait plus de viol, pour que le Congo soit mieux géré, pour que les finances publiques soient mieux gérées, pour que la liberté d'expression soit garantie, ce qui n'est plus garanti aujourd'hui, moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Donc la question n'est pas qui soutient qui, parce que M. Kagame est le frère du président de la République. Il fait ce qui est bon pour son pays. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. Le président du Tshisekedi dit ce qui devait être fait pour son pays ne le fait pas. Et je vais vous comparer ces deux personnages. Vous avez un, c'est le président Kagame, qui dit la sécurité. Sur ce plateau, je vous ai dit, Nanga que vous voyez n'est qu'un figurant. Mais en dehors de Nanga, il y en a encore qui sont ministres, qui sont députés, qui sont sénateurs. Donc, vous verrez le vent. C'est pas encore fini. Mamba n'est pas allé seul. Il y a encore un vent. Donc, nous ne nous sentons pas surpris par son départ. C'était connu. Et le président Bosso l'avait dit. Ils sont nombreux. Je crois que le service de renseignement, le service de renseignement militaire et civil,
doivent aider le chef de l'État. Même ceux qui sont autour du chef de l'État, il faut qu'il y ait vraiment un grand travail. Madame, les informations, nous en donnons, mais négliger et saboter. Jean-Jacques est rentré chez lui, d'où il vient. Vous verrez encore, c'est pas encore le vent qu'on va continuer d'ici semaine prochaine, après les arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous verrez qu'il y aura un grand nombre qui vont rejoindre ces groupes des inciviques, des criminels qui sont venus dans notre pays pour nous tuer. Je suis en train de dire que Kagame a utilisé, c'était ça la mission même de Vincent Karega, même de charger des affaires de l'ambassade du Rwanda ici. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il faut fermer l'ambassade du Rwanda. On ne m'écoute pas. Je suis en train de dire que beaucoup de cadres, beaucoup de recrutements politiques étaient payés, soudoyés par le Rwanda. Et la plupart des pions du Rwanda sont avec nous, ils mangent avec nous, ils vivent avec nous, ils boivent avec nous et ils nous côtoient là où nous côtoyons. Un vrai Congolais, de père et de mère, ne peut pas prendre les armes pour aller tuer ses frères. Bakasende, j'ai été contacté dans Boya, j'ai refusé et je l'ai redit, je ne viendrai jamais. Et qui vous a contacté? Le camp Kagame et ses acolytes qui sont ici, qui ont des regroupements politiques, qui se sont infiltrés dans l'UDPS, qui sont infiltrés dans le MLC, qui sont infiltrés dans les partis politiques. Il y a eu des regroupements politiques, madame, que moi, j'ai dit au chef de l'État, à Sengaye, beaucoup de regroupements politiques créés, multipliés, sont soutenus, appuyés par Kagame. Aujourd'hui, les choses se clarifient. Au moins, les Congolais me donneraient raison. Vous le savez, mesdames, messieurs, l'Union européenne a signé des accords avec le Rwanda derrière des minéraux et autres guikoukou, des minéraux et autres qui se trouvent dans cet accord de l'Union européenne avec le Rwanda, alors que tout le monde sait que le Rwanda n'a pas du tout de minéraux. Comment est-ce que vous voyez la démarche de l'Union européenne? Non, mais c'est clair, madame. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Il faut glorifier Dieu. Les masques sont tombés. Parce que, vous savez, en diplomatie, la diplomatie, c'est le jeu des chiens et chats. La diplomatie, c'est le jeu de l'habileté, de la tromperie. C'est ça la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas... Parce que ce qui est dangereux, c'est quoi? Dans la vie, il faut savoir choisir ses ennemis et ses amis. Quelqu'un se déclare, tu vois quelqu'un qui habite avec toi à la maison. Tu les vois signer les accords avec ton ennemi. Il habite avec toi, madame. Vous allez l'appeler quoi? Vous allez l'appeler quoi? C'est votre ennemi déclaré, madame. Vous voulez que vous dise que je suis ennemi pour comprendre qu'il est ennemi? Tu les vois avec ton ennemi. Et puis il est avec toi. Mais attendez. Et d'un côté, l'Union européenne... La diplomatie, comme vous voyez, comme le président est allé à Bruxelles, il est en train de circuler. Pourquoi les langues se délient là-bas? C'est parce qu'on les a attrapés. Maintenant, ils peuvent plus nier. Et je vous informe, madame, que l'Union européenne, depuis, en tout cas, 2008 ou depuis 2016, j'ai oublié, non, 2012 ou 2016, j'ai oublié l'année, finance les Rwandais. Chaque année, nous avons suivi ça, oui. Oui, il y a de l'argent. Jusqu'aujourd'hui. Et vous savez, la Pologne qui est venue les donner à signer les accords militaires, c'est les bras armés qui... La guerre avec Poutine, lorsqu'on a voulu livrer les chars, l'Union européenne a utilisé qui? C'est la Pologne. Les États-Unis ont utilisé qui? Mais c'est la Pologne. Alors, on peut venir berner le président de la République par les États-Unis, par l'Union européenne. Non, les Rwandais, ils font des... Ça, c'est l'hypocrisie. Et ça se fait comme ça. C'est normal. Le président, pense... Est-ce que la RDC devra-t-elle continuer toujours à attendre
le salut de ces pays, l'Union Oui, européenne. mais c'est là où je vais en arriver, madame. Ok, allez-y. D'abord, qu'est-ce que l'Union européenne va nous donner? Vous êtes là, nous sommes avec eux. Ça fait 30 ans qu'on négocie. On dit au président, va négocier. Vous savez pourquoi ils cherchent la négociation? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent réinfiltrer l'armée. Depuis que le président Félix a pris le pouvoir, on a arrêté le mouvement d'infiltration officielle des Rwandais dans l'armée. On a arrêté ça. Infiltration officielle. Oui. Donc ça s'est arrêté avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alors on a remarqué un certain décadence. Et avec la pression interne de la population et tout ça, ces gens-là sont quelque peu... D'autres se sont même retirés, ont disparu même dans la nature. Des officiers qui étaient ici, ont disparu dans la nature, on n'a plus même leurs traces. D'autres sont encore là dans la spectative, en train d'observer ou d'attendre quelque chose qu'ils attendent. Alors maintenant, il faut renforcer les troupes. Parce que quand on a tué Mouzé, c'était ça le problème. Et quand Mouzé est tué, le président Kabila arrive, on négocie. On intègre ces gens dans l'armée, on a dit les brassages. On a utilisé tous les termes, vous le savez. Tous ces gens qu'on a brassés, on dit, vous êtes maintenant dans l'armée congolaise, entrez, dit non, nous on ne va pas aller vers l'ouest. Nous restons dans les frontières avec les Rwandais. C'est là. Et après, donc, ils sont là, faciliter le travail que le mandat fait dans on signe encore des accords, ils ne se retrouvent pas et on a commencé à les bloquer dans ces accords. Ils créent notre mouvement M23. M23 arrive ici des accords et dans les accords, ils demandent que tous les postes qui se trouvent vers ce côté-là, est, c'est eux qui doivent occuper. Et, alors, vous voyez des gens qui veulent être congolais, les gens qui se disent congolais, il semble que le Congo pour eux c'est seulement ce côté-là. Parce que là-bas, il y a des minéraux, il y a des richesses. Non, est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi? Parce qu'ils savent que si ça barde, on traverse vite, chacun rentre chez lui, au Rwanda. Parce que quand il est à la frontière, quand ça va, on fuit. Quand on a voulu l'arrêter, il est parti où? Là, derrière moi, il y a aussi notre militaire qui a été même enterré là-bas. Donc, vous comprenez? Donc, ça signifie, alors, on demande au président Félix de négocier pour réinjecter les gens dans notre armée. C'est que Félix ne veut pas. C'est que Félix ne veut pas, mais ce qui est dangereux sur lui, il continue sur le voyage. C'est très dangereux pour lui. Pourquoi? Les voyages sont dangereux pour lui. Très dangereux. On veut d'abord l'affaiblir, parce qu'on veut lui demander qu'on lui tend des pieds pour qu'il prenne des engagements. À chaque rencontre, il doit prendre des engagements. Et dès qu'il prend l'engagement... Les engagements, ce sont des pièges qu'on est en train de tenter. Mais bien sûr, engagement tel que, oui, c'est dit, on doit négocier, alors on dit négocier. Parce que maintenant, il dit, je ne négocie pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt du président de sortir alors, d'où viendra alors la stabilité de l'Est de la République démocratique? La stabilité est ici au Congo. Madame, les gens qui doivent se battre pour la libération du Congo ne sont pas à Londres, donc ça ne sont pas à notamment Bruxelles. Non, madame, je dis, les gens qui doivent se battre pour le Congo sont au Congo. Ils ne sont pas à Londres. Ce que le président doit aller faire à Londres ou en Chine ou en Russie, c'est chercher les armes. Comme ils font. Les Kagame est calme. Pourquoi? Kagame est là. On lui envoie seulement les armes. Quand on lui envoie les armes, il ne se déplace pas. On a vu quand même une grande mobilisation pour la guerre en Ukraine, alors que la RDC a perdu millions de Congolais et ça passe sous silence. Ils ne peuvent pas. D'ailleurs, vous avez observé l'omerta, la loi du silence. On n'en parlait pas. Parce que maintenant, on en parle. Pourquoi? Parce que justement, on en a tellement... Et vous savez, les déclencheurs, c'est quoi? C'est la coupe de Cannes ici. À Cannes. La Cannes ici a été le déclencheur pour que le monde entier entre maintenant en transe, entre en mouvement. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Maintenant, ce qui arrive, c'est que maintenant tout le monde sait qu'il est dévoilé. Chacun doit faire des déclarations de bonnes intentions pour calmer les Congos. Mais en réalité, ils ne sont pas là. Pendant qu'ils font des déclarations, vous savez, quand le 28, 2 jours avant les élections ici, on est allé inaugurer des usines au Rwanda là-bas. Union européenne, je dis Union européenne. Vous savez, après nos élections ici, on vient de signer les accords des minéraux. Union européenne. Tout le monde sait, l'Union européenne fait partie des Nations Unies. Et les Nations Unies, on sait qu'aux Nations Unies, les rapports des Nations Unies disent que c'est les Rwandais qui volent les minéraux. Et l'Union européenne vient. Alors, vous voulez qu'on vous fasse quel tableau
pour ne pas comprendre. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que notre pays ne peut pas comprendre, nos autorités ne peuvent pas comprendre, l'Union européenne ne sont pas avec. Vous pouvez aller, ils peuvent rire, ils peuvent dire non, on va faire des pressions. Ça, c'est la diplomatie. Et diplomatie, synonyme de diplomatie, c'est tromperie. C'est-à-dire te tromper. Alors, pardon, j'ai atterri. Les gens doivent se battre, chaque pays pour son indépendance. Ne demande pas l'aide à un autre pays. Il y a des gens qui peuvent nous aider, ce sont des gens qui sont ici à l'intérieur. Tous les Congos, il y a des bons militaires au Congo. Ce n'est pas eux qu'on envoie là-bas. Il y a des bons stratèges militaires ici au Congo. Ils ne sont pas là-bas. Il y a même des traîtres qu'on envoie. Vous savez, même dans l'armée, le président doit choisir les vrais qui sont avec nous et ceux qui ne sont pas avec nous. Alors, c'est clair. En un mot, vous avez vu ces compatriotes alors qui étaient anciens membres députés, candidats malheureux et aujourd'hui qui a rejoint la rébellion de Corneille Nangaa. En un mot, votre réaction? Non, il n'a pas rejoint. Il a fait quoi alors? Il était là. D'autres gens il était à l'Assemblée comme Bosso avait dit. Même aujourd'hui. Parmi ceux que vous voyez, les ministres, qui sont à l'Assemblée, même ceux qui sont nouveaux, même qui sont dans les regroupements politiques ici, ce sont des espions. Ils restent ici pour espionner, pour donner des rapports de l'autre côté. Madame, vous savez, c'est comme je vous ai dit, la diplomatie, c'est quoi? Parce qu'il y a des... Quand un ennemi, c'est un ennemi. Dans la vie, il ne faut pas blaguer avec l'ennemi. On ne joue, on ne fait pas des jeux de chien avec un ennemi. On ne le fait pas. Surtout dans notre contexte. Parce que l'avantage que le Rwanda n'a pas d'ennemis. C'est la RDC qui a des ennemis. Nous sommes en train de discuter, nous, le Congo, avec les Rwandais. Les Rwandais, tout le monde comme allié. Toute la bande de voleurs, la racaille, l'Union européenne, l'ONU, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, ils sont calmement avec les Rwandais. Ce n'est pas un danger pour eux. Pour eux, Félix est un danger. Pour eux, les nationalistes congolais sont des dangers. Donc celui qui est en danger, c'est le président Félix, ce n'est pas Kagame. Kagame est entouré. Félix est en danger. Oui, celui qui est en danger, c'est lui, c'est le président Félix. Alors, Gikoko, c'est complètement fini ce rendez-vous de la semaine, mais cette petite question, et vous allez le dire brièvement, vous avez demandé la révision de la loi électorale pour qu'on prenne en compte les syndicalistes. Pourquoi? Parce que la loi électorale qui doit désigner les animateurs. Les animateurs, notamment le président de la CENI, c'est la société civile. Et comme société civile, là-dedans, on a dit expressement que c'est les églises. Les églises, oui. Et vous voyez, pendant qu'on a commencé ce cycle-là, il n'y a que des contestations. Or, la société civile est plurielle. La société civile n'est pas seulement l'église. Soit on est dans un pays, on respecte les règles partout. C'est ce qu'on fait. Si nous sommes pluriels, pourquoi on ne peut pas tenter ailleurs? Surtout vous pensez que les églises ont montré les limites? Non, non seulement ils ont... Vous ne pensez pas vous aussi, madame? Bon, on peut reprendre les cycles à zéro. On peut reprendre les cycles avec le premier, c'était ici. Malou Malou, je pense. Malou Malou, après Malou Malou, c'était... qui c'est notre frère là du Katanga. Corneille Nangaa? Non, Nanga, c'est le troisième. Il était aussi prêtre ou quoi? De l'église protestante ou missionnaire. Bon, allez-y. Comment il s'appelle? On a eu notamment Malou Malou, on a eu Corneille Nangaa, on a... Tous les cycles sont contestés. Parce que d'abord les églises, qu'ils organisent les élections chez eux. Les églises ne connaissent pas ce qu'on appelle l'élection. Ce sont les syndicats qui veulent... Vous m'avez demandé la question, nous venons des élections, non? Bon, quand moi j'ai fait les élections, comment je ne peux pas organiser les élections? Parce que même au sein de mon syndicat, j'organise les élections. Dans les entreprises, j'organise les élections. Comment je peux manquer l'expertise en élection? Comment ça peut être les gens qui n'organisent jamais les élections chez eux, qui sont des experts des élections? Comment Donc cette fois-ci, vous demandez que... On demande qu'on revoie ça d'abord, pour expulser de ce corps-là, pour qu'on ait plus de contestations. Si vraiment les gens ne veulent plus qu'on conteste, il faut que tous les politiciens quittent cet arsenal-là, quittent l'équipe de la CENI. On ne peut pas avoir la majorité et l'opposition à la CENI pour organiser les... Ils sont des joueurs, ce sont des compétiteurs. Un compétiteur, on ne le met pas dans l'arbitrage. L'arbitrage, c'est une personne qui n'a pas d'intérêt dans le jeu.
Alors, c'est clair, madame. Alors, merci bien, Guy Coco, c'est complètement fini. Je vous accorde une minute, voilà, pour vous adresser à cette population qui a eu encore le plaisir de vous suivre aujourd'hui. Merci, madame. Ce que je demande à la population, non, la population a déjà donné ses attentes. Moi, je suis de la population. Moi, je demande au chef de l'État. Je dis les attentes sont nombreuses. Il est élu. Il y a aussi d'autres élus. Il y a les politiciens, mais il y a aussi les syndicats, il y a les églises. L'erreur que le président de la République a fait, les mandats passés, c'est qu'il s'est confié seulement à la classe politique. Or, dans la classe politique, il y a trop de traîtres et beaucoup de concurrents pour lui. Or, depuis l'époque de Mobutu, pour diriger, le président doit être en contact avec la société civile, c'est-à-dire les églises, les syndicats, les chefs coutumiers, les grands groupes. Les chefs de l'État doivent aussi les écouter. On ne peut pas écouter, oui, on ne peut pas écouter que les politiciens parce qu'on sait que les drames de notre pays, c'est les politiciens. Ceux qui détruisent ce pays, ceux qui créent des rébellions, des détournements, des vols, c'est eux. Vous ne pouvez pas demander à celui qui crée les problèmes d'aller régler les problèmes. Vous ne pouvez pas compter sur ceux qui créent des problèmes pour être la solution des problèmes. Ça, il faut, attendez, c'est prouvé dans le monde entier. Il faut que les chefs de l'État sachent que le pays, c'est comme le corps. Il y a les bras, il y a les pieds, il y a des organes, il y a plusieurs organes. Il ne peut pas dans ce pays, il ne reçoit que les parlementaires, les politiciens, il ne reçoit pas les... Il est en tension avec les églises, l'église catholique, l'église protestante, parce qu'il n'a pas le temps de parler au long de mandat avec eux. Il n'a pas le temps de parler avec les représentants des travailleurs. Donc voilà un peu, c'est ce que moi je voudrais demander, qu'il fasse aussi ça, comme le faisait Mobutu et les autres avant lui. Alors, merci bien, Guy Coco. Je rappelle que vous êtes président de l'Intersyndicale nationale du Congo et vous êtes également président de la CDT. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à nos questions. Merci, Madame Noëlla. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Certainement que vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas de nous écrire et de nous envoyer vos messages. Et occasion pour moi aujourd'hui de souhaiter quand même joyeux anniversaire à ces personnes qui célèbrent aujourd'hui leurs anniversaires, notamment des naissances, mais aussi des mariages. Et là, je pense à Rolse Dinganga, qui est donc journaliste à Congo Web Télévision. Je pense également à mon frère Gustave Lutumba, qui a célébré son anniversaire. Joyeux anniversaire également à mon collègue Prince Kapeya et heureux anniversaire de mariage. 11 ans de mariage, pardon, au couple Chondo et une année de mariage au couple Kabamba. Et c'est complètement fini. Madame, messieurs, restez fidèles sur Congo Web Télévision. Je ne cesserai de le dire. Info 7, c'est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de votre fidélité sur la chaîne Haute Définition. Et bien, c'est l'heure. Au revoir et à la prochaine.